Ok les amis, c'est parti pour un tour d'actualité. Donc on va résumer, hein. Bon, on va commencer comme d'hab par les marchés traditionnels avec la bourse. Et on va faire un tour de l'actualité générale, géopolitique, un peu, voilà. Et terminer par les cryptos, bien sûr. Donc, on a eu le discours de Powell qui est passé dans la semaine. Et le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, qui s'est exprimé vendredi alors que la bourse était fermée pour Pâques. Et il s'est montré plutôt belliciste. Donc, vous savez que vendredi, les marchés américains étaient fermés pour cause de Pâques. Et donc, Powell s'est montré plutôt, ils appellent ça belliciste, plutôt prudent, plutôt, voilà, en mode mise en garde. Donc, à en juger par ses commentaires, je devrais penser que la Fed est loin d'être sur le point de réduire ses taux. Donc, voilà, ça va pas dans le sens de ce qu'attendent les investisseurs. Les investisseurs espèrent que Powell se remette à baisser les taux d'intérêt pour favoriser la croissance, donc pour booster un peu les entreprises et donc les actions en bourse qui sont derrière pour réaliser des gains. Mais Powell est préoccupé par le fait que de relâcher les taux trop tôt, en fait de rebaisser les taux trop tôt, ça pourrait recommencer à faire bondir l'inflation. Et si l'inflation continue de grimper, ça peut être assez problématique pour voilà, l'économie en général. Et ça pourrait emmener une économie en surchauffe. Et ça serait très dangereux pour l'économie. Une économie où tout coûte très cher, bah, pour la population mondiale, pour la population américaine, c'est pas bon du tout. Donc, il doit maîtriser l'inflation et la ramener à 2%. Et là, Powell de la Fed, donc si notre cas de base ne se produit pas, nous maintiendrons les taux là où ils sont plus longtemps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif de 2%, ils vont, alors que là, ils sont à 2,8. Hein. C'est plus très loin, hein, 2, 2,8. On dirait que c'est rien du tout, mais c'est beaucoup, en fait. Mais le problème, c'est que, en fait, même s'il s'approcherait, on sent que l'inflation peut redécoller à tout moment. C'est pour ça qu'il les maintient. C'est pas tellement qu'il est proche des 2%. C'est que s'il relâche la pression sur les taux, ça peut grimper d'un coup avec bah, toutes les guerres qu'il y a, bon, plus en Europe, tout ça, mais voilà, les prix voilà, peuvent s'enflammer puisque le cours du pétrole peut vite remonter. Là, avec la panique générale qu'il y a sur les marchés, voilà, les matières premières flambent, les choses comme ça. Et en fait, la crainte, c'est que l'inflation reparte à la hausse d'un coup. C'est ça qui, je pense, qui le fait maintenir ces taux-là. Et donc, voilà, Powell dit aussi, ne pensez pas. Alors, ils peuvent maintenir les taux stables si l'inflation ne baisse pas. Donc, en fait, ils comptent rester dans cette stabilité parce les taux sont à 5,50 ici, là, actuellement. C'est ce qui juge suffisant pour que voilà, la croissance de l'économie baisse, enfin, ou l'inflation baisse tranquillement jusqu'à atteindre l'objectif de 2%. Donc, ils comptent maintenir 5,50. Vous voyez. Et il dit que ne pensez pas que pas les taux retournement au niveau d'avant pandémie. Il dit que faut pas imaginer tout de suite qu'il remettra les taux bah, quasiment à zéro à l'époque d'avant la pandémie. Donc c'est pas prévu pour tout de suite qu'il baisse complètement les taux. Et l'économie ne souffrait pas de ce niveau de taux à l'époque, quand il rappelle ça. Bon, en tout cas, voilà, à retenir, là, ici, c'est qui a mis ce tweet? Jess Cohen, il dit que, voilà, je ne parierai pas sur une baisse de taux en juin. Comme ce que le marché semble attendre, je pense aussi qu'il va falloir repasser pour la baisse des taux. Je pense que ce sera du coup après l'été, peut-être septembre, août-septembre par là. Mais en juin, ça paraît trop tôt voilà, pour la baisse des taux. Maintenant, il y a une autre conséquence. C'est pour ça que Powell est sur un fil et que vous voyez réfléchir là. Enfin, voilà, en fait, il a très chaud parce qu'il y a une conséquence aussi s'il maintient les taux à ce niveau-là. C'est que tout coûte plus cher. Des taux à ce niveau-là, ça favorise vraiment pas l'économie américaine. Et en fait, maintenir ces taux avec une dette qui augmente à ce niveau-là, donc qui dit dette élevée, dit qu'ils vont devoir rembourser. Et rembourser, et bah pour aller emprunter, pour rembourser avec ces taux-là, bon courage. Les taux sont trop élevés pour emprunter justement. Et donc, mais il n'a pas le choix. Là, ils débloquent toujours des fonds et ils empruntent toujours à des taux, bah, pour le coup maintenant très élevés, puisque les taux généraux sont très élevés. Et donc, le coût d'emprunt est encore plus cher. Donc en fait, il augmente la dette en maintenant ses taux
à ces niveaux. Et le problème, c'est que la dette devient abyssale et ça inquiète l'ensemble des marchés. Donc les marchés deviennent de plus en plus frileux par rapport à ça. Donc c'est très tendu, il est vraiment sur un fil. Un coup, il peut pas baisser les taux et favoriser la croissance parce que l'inflation peut repartir. Un coup, il laisse les taux à ce niveau-là, il peut provoquer une peur sur les marchés avec une dette qui peut exploser, faire imploser l'économie américaine et faire imploser le dollar et faire cracher complètement les marchés. Donc en fait, il est vraiment sur un fil. C'est à lui de bien juguler selon les données qu'il a, selon ce que le marché pense, mais c'est vraiment un exercice tendu. Donc on verra ce qu'il va faire par rapport à tout ça. À voir en tout cas, mais très tendu. Un petit point sur les personnes les plus riches du monde, rapidement, hein, pour informer. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on a deux Français. Bon, chez les hommes, c'est un Français qui est l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault. Devant même voilà, le fantasque Elon Musk et Jeff Bezos, qui a maintenant pris ses distances avec Amazon. Et donc voilà, Bernard Arnault, c'est le luxe, c'est LVMH, le luxe à la française. Bon, des gars comme Bernard Arnault, au vu de ce que la France devient, je pense plus qu'on en verra de sitôt. Des Français à la première tête, voilà, tête de la richesse mondiale. Bon, voilà, et sous peu, il se fera certainement dépasser par Elon Musk, qui a une multitude d'entreprises qui sont l'avenir, on va dire. Et donc, voilà, Tesla, Optimus, Neuralink, voilà. Toutes ces entreprises, même X, voilà, qui devient de plus en plus utilisé, tout ça. Voilà, Elon Musk, tôt ou tard, reprendra sa place de numéro un. Et il a une vision vraiment à long terme, hein. Et surtout avec la marque Tesla, il peut aller très très haut. Donc, on verra ça. Maintenant, même chez les femmes, ici, on a Françoise Bettencourt. Je pense que c'est la fille peut-être d'Ingrid Betancourt, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, mais qui est à la tête des femmes les plus riches du monde, avec 99 milliards de fortune, devant Alice Walton, avec 64 milliards. Et donc voilà, ici, Jacqueline Mars, Julia Koch, Mackenzie, c'est que des femmes que je ne connais pas. Voilà. Nous, on a plutôt l'habitude de nous montrer, enfin, les célèbres stars, voilà, Rihanna, Beyoncé, enfin, les stars de la musique ou les stars internationales. Mais dans le monde caché voilà, des hautes, voilà, élites, et il y a des personnalités, mais que je connais pas. Donc, en Chine, on a Zhongshan, ici avec 60 milliards. Lui, je pense que c'est les bouteilles à fabriquer en Chine, tout ça. Voilà, je sais que c'est lié à un truc comme ça. En Inde, c'est Mukesh Ambani. Vous le savez, lui, bon, il a le conglomérat Reliant, voilà, qui sert le divertissement, le pétrole, tout ça. Voilà, et ensuite, dans la tech, ici, le InTech, bon, ils disent que c'est, dans la tech, c'est Jeff Bezos. Mais je ne sais pas pourquoi ils excluent Elon Musk. Et donc voilà, ici dans la finance, secteur financier, lié aux banques, tout ça, c'est Warren Buffett avec son conglomérat. Et donc voilà, dans les médias, c'est David Thomason. Et dans le sport, c'est Stanley Kroenke, qui est lié dans le sport avec 15 milliards. Bon, voilà en tout cas. Et vous voyez que dans la liste, c'est des têtes qu'on ne connaît pas, hein. Bon, je connais Mark Cuban ici, là. Ici, qui est lié, voilà, dans les médias. Mais il n'y a pas beaucoup, on ne connaît pas trop ces personnalités. Parce qu'ils ne sont pas trop mis en avant dans les médias. Nous, on voit à l'horizon que les stars internationales, ceux qui ont réussi dans le sport, dans la musique, tout ça. Mais il y a des personnes bien plus riches, en tout cas. Donc voilà, par rapport à ça. Je vais vous montrer d'autres statistiques juste après. Juste pour vous montrer les dernières actualités tendances, en tout cas sur les marchés. Et bien sûr, qu'est-ce qui est tendance cette année? C'est l'intelligence artificielle et l'IA. Et là, on a OpenAI qui développe encore, en tout cas pour le... Voilà, et, ils disent qu'ils n'ont besoin que de 15 secondes de voix pour la cloner. Donc, il suffit qu'ils enregistrent seulement 15 secondes d'une voix, en fait, qui parlerait ou des choses comme ça, pour cloner complètement la voix et avoir la même voix en détail. Voilà ce qu'est capable de faire maintenant OpenAI avec le Voice Engine, leur technologie maintenant qui clone les voix. Donc incroyable. Donc ce modèle audio peut reproduire la voix d'une personne, son intonation et d'autres modèles de discours typiquement humains, à partir d'un échantillon relativement petit de l'audio original. Encore une phase de test fermée, l'entreprise reconnaît le potentiel d'abus. Bon, en tout cas, voilà, c'est assez impressionnant. L'IA, c'est le grand thème de cette année.
Après, voilà. Bon, regardez, hein, même en Chine, hein, il n'y a pas qu'aux États-Unis. En Chine, ici, voilà, IA prend le banc des tribunaux de Chine. Vous voyez, la Chine est pionnière dans l'utilisation de l'IA dans son système juridique avec des logiciels d'IA et dans les juges dans des affaires allant des litiges financiers aux incidents de la route. Vous voyez? Donc, voilà, hein, l'IA qui s'incorpore dans voilà, les tribunaux de Chine et la Chine qui utilise l'intelligence artificielle pour voilà, conclure des affaires ou voilà dans les tribunaux, tout ça, pour avoir voilà, trouver on va dire, le bon dénouement, on va dire. Et donc, combien de temps faudra-t-il avant que les États-Unis mettent en œuvre des juges IA, tout ça? Donc, en tout cas, voilà, hein, la Chine, elle, est très avancée aussi hein, sur l'intelligence artificielle, même si les États-Unis, encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui, hier, les États-Unis ont encore restreint les puces IA, là, surtout de Nvidia, les prochaines puces, la surpuissante d'Nvidia pour la Chine. Et donc, les États-Unis qui font tout pour bloquer la technologie à la Chine, mais la Chine qui se développe très rapidement. Donc voilà, l'intelligence artificielle, grande révolution. Faut pas oublier le métaverse aussi. Donc, regardez Vision Pro là d'Apple, impressionnant. Regardez ce qu'on pourra faire. Voilà, même étudier par exemple le cœur, tout ça. On pourra bien, voilà, de manière virtuelle, regarder toutes les phases, regarder comment ça fonctionne, tout ça. C'est impressionnant. Donc, n'oubliez pas les 3D, la réalité virtuelle, voilà, le métaverse. Ça aussi, grâce aussi à la technologie blockchain, ça va arriver. Donc, tout à l'heure, en fin d'émission, on verra les secteurs voilà, sur lesquels investir dans la blockchain. Hein. Les secteurs qui marchent le mieux là en termes d'investissement sur le Web3. Mais en tout cas, le métaverse et l'IA, là, c'est deux gros facteurs. En tout cas, pour la Chine, maintenant, on revient de manière politique. La Chine qui est, voilà, la Serbie qui a été invitée à assister à un sommet des BRICS en 2024. Donc attention, les BRICS cherchent à séduire quelques pays européens. Quand je dis attention, pour moi perso, hein, je dirais même tant mieux. Parce que voilà, tant que les pays européens peuvent se sortir de ce grand gangrénage là, du gang là, de l'Union européenne, la Ursula von der Leyen, la team Macron, Zelensky, tout ça là, ce gang corrompu, bah voilà, tant que ça va dans ce sens-là, moi je serais pour. Et là, on a la Hongrie qui, voilà, qui est assez voilà, indépendante, même s'ils sont dans l'Union européenne. Et là, on a la Serbie aussi, voilà, qui peut être séduite par les BRICS. Les BRICS, on verra ça. Donc, la Chine qui fait des points, enfin, en tout cas, qui essaie de séduire tout ça, là, à travers les BRICS, tout ça. Donc, on verra. En tout cas, là, regardez, en Europe, ça pourrait se casser, hein, peut-être, hein, du jour au lendemain. En tout cas, là, on a même des gens, là, des parlementaires au Parlement européen qui dénoncent hein, l'attentat qu'il y a eu à Moscou, là, en Russie, là, il y a une semaine. Et là, on a voilà, Marcel De Graaf. Hein, plus de 130 morts à Moscou suite à un attentat terroriste planifié et financé par l'Ukraine. Selon Marcel Graff, hein, ce monsieur-là, au Parlement européen, pourtant qui est le camp de l'Ukraine et voilà de l'Europe, tout ça, le camp contre la Russie, il a déclaré hein, devant tous les députés européens, voilà, le député européen, donc néerlandais, Marcel De Graaf, a déclaré dans son récit X que l'Ukraine était impliquée dans l'attaque terroriste contre l'hôtel de ville de Crocus, dans la région de Moscou. Il a dit plus de 130 morts à Moscou suite à un attentat terroriste et planifié, financé par l'Ukraine. Vous voyez d'où cette histoire de propagande financée par la Russie, parce que nous devons continuer à les haïr, parce que nos enfants devront bientôt sur le champ de bataille. En gros, bon, il dénonce tout ça. Et donc, plutôt, lors d'une réunion du Parlement européen, un député néerlandais a parlé durement de la mort d'enfants due à la faute de l'Ukraine, de l'implication de Kiev dans le trafic d'êtres humains et du fait que la Russie a hébergé des millions de réfugiés ukrainiens. Voilà. En gros, il est en train de dénoncer, en fait, voilà, ce que les Européens essaient de cacher là, ou l'Union européenne. Donc, voilà. Et tout ce que l'Ukraine a mal fait, tout ça. Donc vous voyez que même en Europe, il y en a quelques-uns qui ont le courage. Ici, en Europe, en France, on a quand même, par exemple, Virginie Joron, la femme là qui, au Parlement européen, qui dénonçait un peu. Bon, c'était plus par rapport au Covid, tout ça. Mais voilà, il y en a qui ont le courage de s'exprimer et de dire même au Parlement européen tout ce qu'ils pensent. Donc ça, c'est bien, mais bon, ça fera pas la différence, mais c'est déjà un bon point.
En tout cas, l'Ukraine, Zelensky, le président Zelensky affirme que l'Ukraine reculera progressivement dans sa guerre contre la Russie si les États-Unis ne continuent pas à fournir une assistance militaire. Eh bien, déjà, l'Ukraine est quasiment proche de la défaite, ou même est déjà en état de défaite. Ils sont en train de reculer. Voilà. Les États-Unis livrent de moins en moins d'aide. Et en plus de ça, là, on est proche des élections américaines où la victoire de Trump semble de très très possible. Et Trump a dit qu'il arrêtera de financer l'OTAN, l'Ukraine, tout ça. Donc, en tout cas, on semble être sur la fin là, de ce conflit-là. Ici, la Russie, là, bombarde. Maintenant, ils sont en état de guerre, hein. La Russie, ils bombardent complètement l'Ukraine. Donc, pour moi, dans les 2 mois déjà, comme Piotr Tolstoï l'avait dit, dans les 1 mois et demi, 2 mois, on aura un dénouement sur cette situation. Donc, on verra ça. Maintenant, voilà, même The Time, hein. The Time, ici, magazine très célèbre que tous les grands géants de la finance, enfin, voilà, tout le monde relit. Voilà, The Time a titré de Yann Martin qui a dit qu'il est temps de parler de la chute de Kiev. Donc de la chute, peut-être probable, la défaite de l'Ukraine et la chute du bastion, hein, la capitale, Kiev. Donc voilà, il faut sortir des niaiseries de la presse française aux ordres et regarder la presse étrangère sur l'Ukraine. Vous voyez. Et The Time vient de titrer « Il est temps de parler de la chute de Kiev ». Vous voyez. Donc toute l'excitation actuelle, la frénésie verbale, l'envoi d'armes, les délires sur l'économie de guerre, les milliards d'euros versés ne visent qu'à masquer tant bien que mal une panique totale du système. La Russie a évidemment gagné, l'OTAN a perdu. La seule attitude raisonnable, c'est de négocier la paix. Virer les hystériques et les excités, les otanolâtres, les eurolâtres et Macron. Virer tout ce monde-là, justement. Donc, voilà, hein, certains articles commencent déjà à évoquer la défaite de l'Ukraine et de Kiev. On verra, voilà, je pense d'ici 2 mois, là, ça sortira complètement. Donc, on verra ça. Maintenant, à Gaza aussi. Alors, aujourd'hui, regardez le bilan, hein, des États-Unis par rapport à Gaza. Aujourd'hui, les États-Unis ont largué 46 000 repas à Gaza, ce qui est bien, mais approuvé surtout l'envoi de 1750 tonnes de bombes à Israël. Vous voyez. Donc, aucun commentaire. Vous voyez. Donc, 46 000 repas, c'est bon, c'est correct. Pour moi, c'est pas assez, c'est normal. Mais surtout, 1750 tonnes. C'est tonnes, hein. C'est pas... Là, on n'est pas en grammes de repas, hein. Là, on parle de tonnes. 1750 tonnes de bombes. Vous voyez. Donc, ils jouent les gentils à vouloir livrer des repas, mais en même temps, ils livrent des quantités astronomiques d'armes, de bombes, pour massacrer. En fait, ils livrent ce qui va servir à massacrer la population et à créer une situation voilà, de famine et de choses comme ça, à travers des bombes et des choses comme ça. Et ensuite, ils se montrent, ils se font passer pour le bien en livrant des repas aux victimes. Vous voyez. Donc c'est un peu, voilà la méthode américaine. C'est assez incroyable. Bon, en tout cas, les Américains, parce que voilà, hein, c'est les Américains, quand je parle des Américains là, c'est les politiques, hein, c'est Joe Biden, sa bande, sa clique qui a décidé de tout ça. Là, quand on regarde dans les faits, un record bas, hein, les pourcentages, 36% des Américains approuvent les actions à Israël. Donc voilà, l'approbation du public pour les sionistes est en baisse par rapport à 50% en novembre. Donc voilà, les Américains désapprouvent de plus en plus Israël et son attaque. Donc là, c'est même passé en dessous de la moyenne, hein. Là, on n'a que 36% maintenant des Américains. Et encore, bon, vous savez que les sondages, pour moi, je suis sûr que c'est même moins. Je suis sûr que la majorité des Américains n'approuvent pas ces attaques, tout ça. Bon, là, ils sont allés dans leur vengeance, mais bon, là, c'est abusé. Là, il faut arrêter. Donc, voilà. Mais Netanyahou, qui est une personne d'extrême droite, considérée d'extrême droite en Israël, à fond, voilà, il a sa culture à fond, tout ça. Lui, il va rester dans un esprit de vengeance. Ça, c'est clair. Il a la mentalité de vengeance. Il n'est pas trop diplomatique, hein, dans sa manière de faire. Donc on verra, hein, jusqu'à où il va aller, mais il vient de plus en plus désapprouvé, hein, par rapport à la communauté internationale. Et pendant ce temps-là, Joe Biden, bon, qui livre des tonnes de bombes à Israël, eh bien, il vient fait incroyable parce qu'il a choisi un jour assez... pourtant, hein, c'est bizarre un peu, mais l'administration du président Biden
du président américain Joe Biden, déclare le dimanche de Pâques journée de visibilité des transgenres. Assez incroyable. Là, ça me fait rire parce que, enfin, voilà, la fête voilà, hein, de Pâques qui est sacrée, en fait, et bah, il a pas choisi, il aurait pu choisir, je sais pas moi, la veille, la journée, enfin la veille ou le lendemain, mais il a choisi le jour de Pâques pour annoncer que ça sera aussi le jour de la visibilité des transgenres. C'est dingue. Biden a également annoncé que toutes les créations à thème religieux étaient interdites lors du concours artistique sur les œufs de Pâques de la Maison Blanche. Donc c'est assez incroyable. Et là, vous avez hein, l'article, hein. Enfin vous avez le communiqué. Hein. Proclamation on Transgender Day Visibility. Vous voyez? Donc ça, c'est l'administration Biden. Il prône voilà l'ouverture vers les personnes, enfin vers les personnes de transgenre, tout ça, pour qu'ils soient beaucoup plus visibles. Vous voyez? Donc assez incroyable tout ça. Donc voilà, hein, d'un côté, vous avez Poutine qui a pas longtemps a déclaré, le président russe Poutine a interdit les chirurgies transgenres et l'hormonothérapie en Russie. Donc Poutine ne veut pas de changement de sexe, de jour des transgenres, de visibilité des transgenres. Lui, il est contre tout ça. Et de l'autre côté, on a l'autre camp. Voilà, le camp d'ouverture à voilà, le camp ouvert, on va dire, à toutes les lobbies LGBT, tout ça. Joe Biden qui déclare le dimanche de Pâques journée de visibilité des transgenres aux États-Unis. Donc voilà, il y a vraiment deux visions. Voilà, moi je serais plus de la vision de Poutine. Voilà, pas que je ne suis pas ouvert, mais on a constaté, ou on constate, moi je le vois, des gens de ma génération, la génération Z, voilà, même les milléniaux, enfin ça dérègle en fait, cette venue là des transgenres, et maintenant on est dans une ère là d'hypersexualisation là, avec les réseaux sociaux, et en fait nos cerveaux sont complètement voilà, sexualisé, on va dire, et ça dérègle complètement tout le monde, en fait. On voit que les hommes sont complètement, voilà, voient voilà, des corps facilement nus de femmes avec le porno, voilà, les comptes des femmes, là, OnlyFans, Mime, enfin, et tous les réseaux sociaux, on montre que des femmes à moitié nues, tout ça. En fait, les hommes s'abonnent à tout ça, et voilà, ils regardent du porno, ils perdent en fait leur énergie masculine, ils perdent de la testostérone avec tout ça. Et les femmes, elles aussi, sont déréglées. Puisque les femmes, maintenant, avec tout ce monde-là, où maintenant elles travaillent ou les choses comme ça, elles gagnent en énergie masculine. Donc elles sont là, elles veulent maintenant des carrières, elles sont moins dans l'esprit familial, ce qui faisait vraiment la femme. Et surtout, elles ont beaucoup plus d'attention. Et beaucoup plus d'attention par les réseaux sociaux, où tous les mecs qui sont en misère sexuelle leur donnent de l'attention, ça, ce qui fait qu'elles ont beaucoup trop d'attention, et en fait voilà, elles augmentent en fait leurs critères, vu qu'en plus les femmes sont très dans l'hypergamie, tout ça, et en fait elles augmentent leurs critères, et ce qui fait qu'elles choisissent que les meilleurs, et finalement elles repoussent les mecs à force, parce qu'elles veulent toujours meilleurs, et elles se retrouvent le temps qui passe, et voilà, à 30 ans, après 30 ans, soit mère célibataire, soit voilà, sans homme. Et une étude a montré que voilà, même d'ici 2030, 50% des femmes seront de la quarantaine seront célibataires sans enfants. Enfin voilà, ça dérègle tout, et ça part de tout ça là, l'hypersexualisation, les choses comme ça. Et en fait, ça condamne les hommes et les femmes, ça dérègle tout. Donc, il faut arrêter avec ces choses-là. Il faut que les gens, normalement, même désinstallent Tinder, OnlyFans, Instagram, sortez un peu des réseaux, désexualisez vos cerveaux, surtout aux hommes, hein, parce que les hommes sont, voilà, ont beaucoup de difficultés, il faut ressortir, il faut, voilà, sortir tout ça. Et les femmes, voilà, même les réseaux, ce serait pas bon. En fait, parce qu'elles pensent qu'elles sont éternelles. Sauf que les femmes, elles naissent avec leurs valeurs et elles descendent. En fait, leurs valeurs déclinent à partir de la trentaine. Et en fait, elles pensent qu'elles peuvent avoir toujours le meilleur homme, tout ça. Sauf que les hommes cherchent les femmes, voilà, au top de leur physique, tout ça, et de la vingtaine. Et les femmes, voilà, ensuite, ne comprennent pas dans la trentaine pourquoi tout ceci se passe. Donc, c'est un vrai fléau et il va falloir corriger ça. Et surtout, radier ce que Joe Biden, là, est en train de faire là.
tout ça, c'est en train de dérégler les choses. Et en fait, de nos jours, on n'a plus d'hommes de traditionnels. On perd les hommes traditionnels qui sont complètement féminisés, qui ont plus envie de trop de travailler, qui sont feignants. Et on perd les femmes de valeurs traditionnelles. Les femmes qui aimaient s'occuper de la maison, du foyer. Voilà, maintenant, elles veulent des carrières. Et surtout, avec les comptes, elles deviennent... Voilà, avec l'autorisation de la pilule contraceptive, elles ont des body counts maintenant très élevés. Elles couchent avec n'importe qui. Elles prennent la pilule, elles tombent plus enceintes. Donc, c'est très... En fait, c'est très... Ça part en cacahuète, tout ça, là. Donc, voilà, par rapport à ça. Euh, bon, on continue. La Russie, membre justement des BRICS. En tout cas, voilà, Poutine mène ses politiques, hein. Il est dans le bon, il supprime tous ces lobbies, là, LGBT, tout ça. Et il noue un partenariat justement avec Kim Jong-un. La Russie et la Corée du Nord vont lancer des vols charter pour développer le tourisme entre les deux pays. Ces deux pays ont des relations commerciales, militaires, tout ça. Donc en fait, il va y avoir des petits vols où des touristes nord-coréens vont venir en Russie et vice-versa. Et des touristes russes vont aller visiter la Corée du Nord avec tout le respect entre eux, tout ça. Donc, ces pays sont très amis apparemment et ils veulent développer le tourisme chez eux là. Donc, entre leurs deux pays. Donc voilà, en attendant, délirant, hein, bien sûr, en Europe, hein, le Cornu expédie donc plus de 2000 militaires français dans les pays baltes, Pologne et Roumanie. Vous voyez. Et là, pour assumer la sécurité des JO à Paris, Darmanin aux abois appelle en renfort 2200 policiers et gendarmes venus de des pays étrangers. Vous voyez. Donc, en même temps, on en a un chef des armées, là, le Cornu, qui envoie tout le monde à l'étranger, 2000 militaires. Et on a le ministre le ministre de la Sécurité ici qui essaie de rapatrier 2000 soldats de la Légion étrangère, enfin voilà, par rapport à la panique des JO, tout ça. Donc on sait pas trop, ils sont un peu, voilà, ils sont en panique, tout ça. Et moi je pense que les JO là, ça va être une catastrophe. Enfin, on va se couvrir de honte comme d'habitude, donc on verra ça. Donc, révélation en moins d'une semaine, là c'est en Allemagne. Donc là on est passé à des actualités européennes. Le gouvernement était informé avant de le décider que le confinement allait augmenter la mortalité infantile. Vous voyez. Donc il savait qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve scientifique de l'intérêt des masques en population générale. Il a su très vite les dangers des injections. Donc l'Allemagne là, et apparemment il y a des énormes révélations là concernant en Allemagne et en France par rapport au Covid. Apparemment ils étaient au courant que voilà, le confinement ça servait à rien, que les masques ne servaient à rien, tout ça. Apparemment 1000 pages de documents confidentiels publiés en Allemagne, c'est stupéfiant. Le gouvernement dans la tourmente. Et en France, c'est pour quand? Donc en tout cas, ça concerne l'Allemagne. Il y a 1000 pages qui sortent, qui montrent que le gouvernement était au courant que ça faisait aucun effet. Mais voilà, les élites, enfin le camp là, Biden, enfin voilà, leur camp là, Anthony Fauci, enfin l'Union européenne, tout ça, ils étaient, je sais pas, mais ils voulaient coffrer la population, en fait créer une peur, toujours pour contrôler plus. Je ne sais pas leur intérêt, mais voilà, il y a beaucoup de révélations qui se font par rapport au Covid. Et je pense que dans pas très longtemps, dans quelques mois ou quelques années, mais très peu, on aura toute la vérité sur le Covid. Donc on verra ça. En tout cas, la crise politique donc s'aggrave en Allemagne après la publication de 1000 pages de documents confidentiels relatifs à la gestion du Covid. On y apprend ainsi que dès janvier 2021, des voix alertaient sur l'injection AstraZeneca. Ça, c'est l'entreprise britannique là, qui fabriquait aussi un vaccin contre le Covid et qui a pourtant continué d'être administré. Vous voyez. Donc, dès le 15 mars 2021, les autorités sanitaires du pays écrivaient des choses terribles et précises sur les effets secondaires des injections ARNM. Vous voyez. Et ça a été prouvé hein, qu'il y a des effets secondaires, tout ça. Et pourtant, ça a continué. Et ils ont prétendu l'inverse. Vous voyez. Donc, voilà. Il y a des vérités qui vont sortir hein, par rapport au Covid-19. On verra tout ça. Donc, en tout cas, dans ce monde de fou, là, de déclin, de guerre, de Covid, de maladies, des choses comme ça, on voit les statistiques, là, ici, qui sont parlantes. Et est-ce que je peux traduire ça? Non, pas tellement, dommage. Mais regardez ça, le pourcentage de déclin des naissances. Surtout, ce qui frappe, c'est surtout en Corée du Sud. Regardez ça, 90% le déclin des naissances. En Chine aussi. En fait, dans toute l'Asie, c'est un déclin assez impressionnant. Ensuite, après l'Asie, où vous avez aussi inclus l'Iran et le Japon,
Vous avez, c'est tout de suite après, c'est l'Amérique latine. Déclin total, hein, plus de 70%. Brésil, Colombie, Mexico. Et ensuite, c'est l'Europe. Hollande, Turquie, Russie. Voilà. Et ça revient au Moyen-Orient, 66. Là que l'Occident ensuite. Vous voyez, avec l'Inde. Donc, c'est assez impressionnant. D'innombrables pays, hein, beaucoup, beaucoup de pays qui sont quasiment à plus de 60%. Et là, même hein, la France, voilà, en 49%, on est à la moitié hein, du déclin de nombre de naissances. Et au vu comment la France, par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, même le délire là, du dérèglement des hommes et des femmes, là, par rapport au délire transgenre, tout ça, là, et l'hypersexualisation, tout ça, eh bien, voilà, par rapport à tout ça et par rapport à le déclin du niveau de vie en France, bah, la France, là, pour moi, ça va passer de 49% à bientôt 60, 70 aussi, hein. On fera quasiment moins d'enfants en France. Surtout le problème des jeunes, là, des couples des jeunes, là, comme je vous ai dit, c'est déréglé. Les femmes qui ont des critères maintenant tellement élevés et les hommes qui sont en misère sexuelle, tout ça. Donc, voilà, hein, ça va faire de moins en moins d'enfants. Et surtout, on est à l'ère des réseaux sociaux, enfin, voilà. Ça augmente, vous voyez. Donc voilà. Après, en Afrique, c'est moins concerné. Regardez, Nigeria, seulement 19% déclin. Ils vont continuer à en faire. Le Kenya aussi, moins de 50%. Mais quand même, on a un fort déclin. Voilà. Donc, forte baisse. Et là, Elon Musk le souligne, hein. Par exemple, en Italie, là, il a pris le cas italien, seulement 379 000 naissances en Italie pour 2023. Le chiffre annuel le plus bas depuis l'unification du pays en 1861. Un déclin total. Les gens ne font plus, ou s'il y a une baisse totale de naissances. Les gens n'en font plus, ou en font de moins en moins, parce que les gens sont en panique. Déjà, la vie est de plus en plus difficile. Donc, assumer des enfants avec le coût de la vie très cher, quasiment dans tous les états, qui fait que d'augmenter. En plus, avec tout ce qui se passe là, les maladies, les guerres, les trucs, bah voilà, hein, les conséquences. Bon, après, sur Terre, on est déjà énormément, on est proche de 8 milliards, voire plus peut-être, mais quand même, c'est un déclin total. Et avec l'ère du métaverse, enfin des réseaux sociaux, je pense pas que ça va aller en s'améliorant. Mais bon, on verra ça. Donc en tout cas, voilà. Ici, on a, voilà, je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, mais voilà, l'humanité peut tenir pour responsable de la baisse de naissance partout dans le monde. Voilà, peut tenir Bill Gates hein, pour responsable. Vous voyez, écoutez ce que cet homme politique italien dit courageusement à propos de Gates au Parlement italien devant le monde entier. Elle dit avec audace et vérité sur Gates. Donc, voilà, bon, il y a un article qui sort, voilà, tout ça, on va pas trop lire ça, mais on apprend des choses, hein. Les preuves, voilà, par rapport au vaccin ARNM, où Gates était derrière, tout ça. Le monde entier, Bill Gates est accusé de fraude pandémique et de meurtre lié au vaccin. Ouais, l'Inde a 2 affaires de meurtre vaccinal contre lui. Au Parlement italien, il est accusé de dépeuplement et qualifié de criminel. Aux États-Unis, il est accusé d'homicide massif par négligence. Ouais, puisque Bill Gates a fortement recommandé le vaccin ARNM, tout ça, il était derrière tout ça. Donc, il est tenu pour responsable de tout ça. Donc, bon, on verra ça, en tout cas. Et ouais, je vous recommande aussi de vous abonner hein, à World Update, là. Franchement, c'est pas mal. Cette page World Update, essayez de vous abonner. Là, par exemple, hein, juste ici, par exemple, vous avez les plus dangereuses villes en 2024. Voilà, par exemple, Caracas, ici, au Venezuela, voilà, le taux de criminalité, 82 points. 82 points. Vous voyez, donc, c'est la ville la plus dangereuse du monde, Caracas, au Venezuela. Ensuite, 3 villes en Afrique du Sud. Vous voyez. Et donc, en Angola aussi. Voilà. Vous voyez bien que le lien, il est facile à faire, hein. C'est des pays pauvres, déjà. Vous voyez, hein, Brésil, vous avez beaucoup de pays au Brésil, en Amérique latine. En fait, c'est la pauvreté qui crée l'insécurité. Les gens sont obligés de tuer pour survivre. Vous voyez, de voler, voilà, de faire des choses criminelles pour s'en sortir. Voilà, c'est ça. Et comme tous les pays sont en déclin, et comme la France et vont tout droit vers la pauvreté, eh bien, cette criminalité va aussi venir dans ces pays-là aussi. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, voilà, hein. Donc, le danger règne de partout. C'est de plus en plus l'instabilité. Donc, voilà, par rapport à tout ça, on va passer aux cryptos.
Et on va en terminer là. Déjà 34 minutes de vidéo. Donc, bon, on passe aux crypto. Alors, le Bitcoin, c'est le titre de cette vidéo, pourrait atteindre 150 000 dollars cette année, prédit le gestionnaire de fonds spéculatifs Mark Yusko. Donc voilà, c'est un gestionnaire de fonds, donc quelqu'un qui connaît la finance, voilà, qui gère des fonds spéculatifs. Donc c'est quelqu'un qui voilà, des idées assez, voilà, des connaissances assez fortes. Et là, ici, apparemment, Mark Yusko, c'est ce monsieur-là. Et voilà, le gestionnaire de fonds prévoit que Bitcoin fera plus que doubler cette année pour atteindre 150 000 dollars. Partez de zéro, a déclaré cette semaine le PDG et directeur des investissements de Morgan Creek Capital Management à l'émission Fast Money. Yusko pense que les investisseurs devraient au moins 1 à 3 devraient avoir au moins 1 à 3% d'allocation au Bitcoin dans leur portefeuille. Bitcoin est le roi, c'est le jeton dominant, c'est une meilleure forme d'or. Vous voyez, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il dit. Après, pour l'allocution, bon, moi, j'irais plus que ça. Un peu, enfin voilà. Lui, il met ça en fond de portefeuille. Peut-être qu'il s'adresse vraiment aux investisseurs très riches. Moi, je vais y aller vraiment plus à fond là. Là, dans les semaines à venir, là, je suis moitié-moitié bourse, crypto. Mais là, je vais vraiment accélérer vers la crypto. En bourse, avec les taux, l'économie qui va être de plus en plus frileux là, par rapport aux taux d'intérêt. Voilà, je vais commencer à stopper mes investissements vers les marchés traditionnels et vraiment accélérer vers les cryptos parce que là, on va avoir la vraie partie du bull run, la deuxième partie, mais la plus conséquente. Et elle va commencer bientôt. Justement, là, on va voir tous les charts après. Et en fait, je veux me concentrer sur ça. Et donc, voilà. Et il dit que... tac, tac, tac. À la clôture de bourse est en hausse de 159%. Tac, tac, tac. La loi des grands nombres entre en jeu. Je pense qu'il peut facilement être multiplié par 10 au cours de la prochaine décennie. Tout ça. Donc voilà, il est très optimiste sur le Bitcoin. Et donc lui, le grand changement se produit après la réduction de moitié. Donc après le halving qui a lieu en avril, là, dans un mois. Il pense que janvier, février, mars, avril. Bah voilà, d'ici, là, dans moins d'un mois, hein, dans 20 jours à peu près, il y a le halving. Hein. Donc là, ça va créer un choc d'offres puisque le Bitcoin va être divisé par deux, enfin la rémunération des mineurs, tout ça. Et l'offre du Bitcoin va être de plus en plus rare. Vous voyez. Et donc, ça va alimenter le prix et avec toutes les demandes là d'ETF qui vont encore continuer à s'accélérer, voilà, tous ces phénomènes vont accélérer l'achat de Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il voit donc le Bitcoin donc à 100 000 cette année. C'est ce que prédit donc le gestionnaire. Il est là, Mark, Mark Yusko. Le Bitcoin est le roi. Voilà, c'est jetons dominants. Qui c'est tac, tac, tac. Le grand mouvement commence à devenir plus parabolique vers la fin de l'année. Et historiquement, environ 9 mois après le halving. Ouais, vers le Thanksgiving Noël. Nous voyons le pic de prix avant le prochain marché baissier. Donc voilà, lui, il pense que on va être au plus haut vers Noël. C'est là que ça va s'accélérer, que ça va monter fortement. C'est lui. Et il pense que le pic sera peut-être vers mi-fin 2025, hein, avant le prochain bear market. Donc en fait, lui, il prédit que on va atteindre 150 000, mais que ça va s'accélérer vers la fin de l'année. Et vers Noël, on aura un pic là à 150 000. Donc on verra ça. C'est sa prédiction. On espère, hein. Ça serait bien pour nous tous. Donc suivons ça de près. Et c'est pour ça que je vais accélérer moi vers les cryptos. Hein. Là maintenant, mes liquidités là vont aller plus vers les cryptos maintenant, à partir de maintenant. Donc les ETF spot. Donc là, on a des données qui sont claires avec du recul. Là, on est au mois de mars. Donc on sait à peu près maintenant, quand on regarde maintenant tous les chiffres pour janvier, le Bitcoin, les ETF spot Bitcoin, donc les produits en bourse là pour s'exposer au Bitcoin, ont accumulé plus de 35 milliards de dollars de BTC depuis janvier. Vous voyez, c'est depuis janvier, hein, de maintenant à janvier, pardon. Je pensais que c'était seulement des données de janvier. C'est de maintenant, de janvier à maintenant, 35 milliards pour les ETF d'accumulation, pour l'ensemble des ETF, les 11 ETF. Incroyable, hein. C'est massif d'amasser autant en quelques mois seulement. Vous voyez. Donc voilà. Et regardez, le fait intéressant, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une pression à la baisse de la part de Grayscale. C'est la courbe rouge là de Grayscale qui vend, mais on voit que elle baisse et que parallèlement on a les voilà, BlackRock là et son ETF qui monte. Donc on est bientôt à la croisée
des chemins là. Et bientôt, on aura voilà, l'achat de Bitcoin qui va dépasser la vente. Voilà. Parce qu'en fait, il y en avait autant là. Il y avait autant de ventes de Grayscale que d'achats de BlackRock. BlackRock, c'est le principal ETF que les gens achètent. Et en fait, là, il semblerait que bientôt, on va avoir un croisement. Vraiment, la vente de Grayscale va être beaucoup plus basse que l'achat de Bitcoin de BlackRock. Donc voilà, ce qui va pour moi, là, complètement cette image est très parlante et qui va complètement faire accélérer le prix du Bitcoin. Il y aura vraiment beaucoup plus d'achats de Bitcoin que de ventes. Vous voyez, Grayscale et GBTC sont sur la fin de leur vente. Donc ça, c'est une énorme chose, une énorme nouvelle. Et donc BlackRock, regardez comment ça a commencé. Hein. Regardez bien, ici, on avait, voilà, ça a commencé comme ça. BlackRock et son CEO Larry Fink qui disait du Bitcoin que c'était Index of Money Laundering. Donc que le Bitcoin était un index de blanchiment d'argent. Que c'était genre le coût, que le Bitcoin reflétait, c'était juste un cours qui reflétait le blanchiment d'argent. C'est comme ça que BlackRock qualifie le Bitcoin il y a quelques années. Et ben maintenant, on est passé à aujourd'hui, voilà, ce que dit Larry Fink concernant le Bitcoin et les ETF. Voilà, Larry Fink dit que les ETF Bitcoin sont seulement sur la première étape seulement la première étape de la grande révolution technologique de la finance. Vous voyez. Donc en fait, les ETF Bitcoin, là, les produits en bourse qui s'exposent au Bitcoin, c'est que seulement la première étape, le premier step, vous voyez, la première étape d'une révolution incroyable de la finance. Donc ça y est, hein, là, il dit que en gros, que le Bitcoin, on en est qu'à la première phase d'une énorme révolution du Bitcoin. Voilà, de l'adoption du Bitcoin. Alors qu'il y a quelques temps, il disait que le Bitcoin, c'était juste un indice de blanchiment d'argent. Donc, vous voyez, les choses ont beaucoup changé. Hein. Beaucoup, beaucoup. Voilà, maintenant on va voir où on en est sur le prix du Bitcoin. On en est là, ça range un peu. On bataille aux alentours des 70 000. Il y a du vert, ça fait plaisir. Bon, moi, Tao, où je suis investi, Tao prend cher, mais j'ai totalement confiance en Tao et je vais en profiter même pour en racheter. Ordi qui revient, Solana, c'est bien. Solana, c'est mon plus gros bac qui monte un peu. Jupiter, grâce à Jupiter, Pit Network, voilà, tous ces applications de l'écosystème Solana. Donc voilà. Et surtout Bitcoin, 69 800, on est légèrement en dessous des 70. Ça monte au-dessus, ça descend en dessous. Voilà, ça navigue entre les 70K. Ça range et on verra la suite. Donc, à voir en tout cas. Continuons. Pour le prix du Bitcoin, donc l'élan indique que la phase parabolique a commencé. Encore un peu de patience. Regardez bien. Si je vous montre ce chart, vous voyez, regardez bien. À chaque fois ici, vous voyez, on avait une phase parabolique. Et la parabole se termine tout en haut du carré rectangle. Ici, vous voyez que le pic s'arrête légèrement avant. C'était le cas ici, en 2014, ici. Ici aussi. Vous voyez qu'on ne va pas tout en haut non plus de la parabolique, mais on s'arrête avant. Ici, c'était le cas aussi. Et là, regardez où on en est. Normalement, si on va en haut du rectangle, donc là, ici, dans les 600 000, eh bien, nous, on devrait s'arrêter avant, où là, il y a la fin des pointillés, là. Vous voyez ? Et là, la fin des pointillés, c'est à peu près 300 000, 350 000, juste avant les 400 000. Donc, je pense hein, qu'on va aller tâter les 300 000, voire un peu plus. J'espère, mais bon, ça serait exceptionnel, ça serait magnifique, on verra. Mais c'est la target, moi, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est quand on regarde les charts long terme, c'est ce que ça nous semble indiquer. Maintenant, est-ce que ça va se passer? C'est pas sûr. Mais en tout cas, tout nous semble nous indiquer ça. Et donc, voilà, quand on regarde ici, le Bitcoin est sur le point d'exploser. Hein. Regardez le RSI en bas, ça fait toujours la même chose. Hein. Regardez, above 70 et ensuite on vient, voilà, clôturer en haut dans la ligne rouge. Et regardez, ici, du vert au rouge, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une phase parabolique. Vous voyez? Et donc, pareil pour ici. En deuxième, above 70, quand on va en haut, on est là. Et on monte, on a la deuxième grosse partie du rallye, on va dire. Et bien là, on est dans l'above 70, là. Vous voyez ici? Et donc, on a fait la première partie du bull run de 15K à 70K. Et là, maintenant, on va aller chercher ça d'ici fin 2024, début 2025, apparemment, pour la deuxième partie du bull run. Maintenant, après, est-ce qu'on va cracher? Pour moi, après, on va cracher. C'est-à-dire, d'ici juste avant 2025, c'était exactement ce que disait Mark Yusko, là, juste avant. Qu'on irait à un pic de 150 000 d'ici Noël.
Et ensuite, je pense que ça a craché. On va revenir dans les 80 000 par là. Et ensuite, je pense qu'on va avoir une deuxième partie, mais c'est ça qui va nous emmener à 300K, 400K. Moi, je pense, ça se dessine de plus en plus comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ça qui va à peu près se passer. Vous me direz, peut-être que c'est ça qui va se passer. À vous de me dire. Donc, moi, c'est ce scénario maintenant que je vois. Et on en reparlera. En tout cas, voilà, hein, plusieurs charts. Ici, Bitcoin est prêt pour la route vers 100 000. Nous venons de voir le croisement haussier de 50 et de 100 SMA après que la configuration graphique ait montré des signes de renversement. Donc, on va voir ça dans les faits. Regardez bien l'image et regardez dans les faits. La dernière fois, là, on a fait le croisement, le pullback en rouge dans le rond rouge et maintenant le signe of reversal, donc le reversal confirmation entre la SMA 50 et la SMA 100. La dernière fois qu'on a eu ça, regardez, c'était ici là, vous voyez, on a eu la reversal confirmation et qu'est-ce qu'on a eu? L'énorme hausse jusqu'ici, vous voyez. Et donc si on répète ça là, on est au début, hein. On est tout... Là, en fait, la fête ne fait que commencer, si vous voulez. C'est à partir de maintenant que ça commence. C'est pour ça que je vais mettre le paquet là sur les cryptos, à partir de maintenant, jusqu'à d'ici fin 2025. Et ensuite, vers Noël, où dès qu'on aura atteint un pic là, de plus de 130, à partir de 130, 120, 130, là, je vais commencer à me poser des questions, mais voilà. Mais en tout cas... Là, si on refait la même chose, bah voilà, hein, on va monter ici le marque, hein, à plus de 100K. Et voire peut-être entre 100 et 150. Vous voyez, tout est dessiné et toutes les charts confirment à peu près la même chose. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi je suis très bullish. En fait, c'est des cycles qui n'arrêtent pas de se répéter à chaque fois. C'est évident quand on regarde tout ça là. Bon, on continue. Ici, hein, je vais pas lire, je vais vous montrer les images. Vous voyez par les images, le premier rond jaune, deuxième rond jaune. Vous voyez là? C'est la deuxième partie du bull run. Ici, voilà. Ah, quoique ici... Ah oui, d'accord. Là, c'est plus par rapport au V qui se... Là, vous voyez les traits en V là, noirs. Vous voyez? Et bah, c'est plus que ça fait... Et en fait, ah voilà, j'ai compris. On a le premier point, le jaune, voilà, qui marque le premier, le trait du V vers le bas. Et ensuite, quand le V remonte, on va jusqu'au deuxième, voilà, deuxième point jaune. Et ainsi de suite, ou même ça monte très haut. Mais là, voilà, le deuxième V. Ah ouais, et là, en fait, qu'est-ce qu'il nous montre? Ah, d'accord, en fait, il nous montre le V. J'ai compris, le trait noir là, V là, en V là, c'est la baisse et la première montée avant l'explosion. On a eu à chaque fois ça, une année de baisse et après une année de hausse qui forme le V. Et ensuite, on a la deuxième partie qui explose. Donc là aussi, on a eu la première année de baisse et l'année de baisse et ensuite l'année de hausse avant l'explosion après le rond jaune. Vous voyez ici? Et là, pareil ici en 2020. Et là, en fait, en 2024, regardez, on a eu la baisse en V. Ensuite, la hausse pour du trait V là. Et maintenant, on est dans la dernière phase d'explosion. Donc tout coïncide, on va dire, par rapport à... voilà, tout coïncide par rapport à ce qui à les charts, hein, par rapport au passé. Vous voyez. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, Bitwise qui publie les adresses BTC de leurs avoirs en ETF au comptant Bitcoin afin que tout le monde puisse les consulter. Donc ça, c'est bien et je pense que tous les émetteurs de Bitcoin vont publier leurs adresses. Comme ça, tout sera clair et tout, il n'y aura aucune voilà, ça sera complètement transparent. Il n'y aura aucune faute, tout sera très clair. Donc c'est une bonne initiative de la part de Bitwise qui est l'un des émetteurs ETF, hein, pour des produits en bourse là, pour s'exposer au Bitcoin. Donc là, par rapport à l'or qui est en ce moment monte beaucoup par rapport à la crainte d'une guerre qui s'approche ou d'une hécatombe des marchés financiers. Donc l'or est une approximation primitive, acceptable en son temps, certes, de Bitcoin. Et cette visualisation montre 200 ans de dilution du pouvoir d'achat des détenteurs d'or par une production exponentielle d'or. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'or se dilue complètement, puisque l'or, c'est pas comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il y a un nombre fini. Et l'or, c'est plus comme le dollar. Certes, c'est rare, mais on continue à... Il y a encore de la production. On continue à, voilà, à extraire de l'or. Et en fait, ça dilue complètement sa valeur.
même si sa valeur s'est beaucoup appréciée et l'or, il y a une capitalisation quand même de 12 milliards, tout ça. C'est très rare quand même l'or, mais ça continue à être extrait et l'or, c'est illimité. On continuera à découvrir et à extraire de l'or dans les années à venir, même au-delà de 2100, là où Bitcoin, voilà, il y aura jamais que 21 millions de Bitcoin. Il y en a même qui sont déjà perdus, tout ça. C'est pour ça que le Bitcoin, lui, va s'apprécier réellement en rareté, contrairement à l'or. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Et donc, là, ici, on a la banque HSBC qui serait-elle sur le point de proposer son propre jeton d'or tokenisé. Donc, c'est ce que semble indiquer l'annonce officielle d'un prochain HSBC Gold Token. Donc, la banque HSBC, c'est une banque européenne, suisse peut-être, je sais plus, britannique, je sais plus. Mais ils sont basés au Japon et ils veulent tokeniser leur or sous forme de jetons. Donc tokeniser ça et le mettre sur la blockchain. Donc ça, c'est une bonne initiative. Ça va alimenter la blockchain. Donc voilà. Ici, on a fini pour Bitcoin. On passe à Ethereum. Et là, Consensus, qui est derrière le célèbre portefeuille wallet MetaMask, c'est la porte d'entrée pour accéder aux applications de la finance décentralisée, des applications sur la blockchain. Bah, MetaMask a soumis une lettre à la SEC plaidant pour l'approbation d'un ETF Ethereum Spot. Nous demandons à la commission de reconnaître les garanties avancées inhérentes à la conception d'Ethereum. Cette lettre met également l'accent sur la sécurité d'Ethereum, sur son processus de vérification distribuée, les coûts d'attaque élevés et les avantages environnementaux. Donc voilà, ils vantent l'Ethereum et ils disent que ça devrait être approuvé. Donc voilà la lettre de Consensus à la SEC. Et Consensus, là, il prouve. Hein. Là, ici, le coût d'une attaque sur Ethereum serait bien plus élevé qu'une attaque sur Bitcoin. Selon une lettre de Consensus, MetaMask transmise à la SEC. Donc voilà, ils disent que le coût total pour attaquer Ethereum serait d'environ 34 milliards de dollars, alors que le coût pour attaquer Bitcoin varierait de moins de 5 milliards. Un peu plus de 20 milliards. Donc bon, en tout cas, voilà, ils disent que pour le coup, Ethereum est plus sécurisé et qu'une attaque contre Ethereum coûterait beaucoup plus cher aux hackers, tout ça. Donc bon, ils vendent complètement Ethereum, on verra ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, là, il y a un projet, là, Ondo Finance, qui sort du lot en ce moment, puisque le grand narratif là, des Real World Assets, la tokenisation des actifs du monde réel, on va bientôt, grâce à la technologie blockchain, tokeniser tous les actifs du monde entier. On va tokeniser l'or, les matières premières, l'immobilier. Les devises sont déjà tokenisées sous forme de stablecoin. Le dollar, vous avez avec Tether et Circle de l'USDT, de l'USDC. En fait, tout se tokenise. Tout se fragmente, et voilà, et tout se tokenise et devient numérique sur la blockchain, vous voyez, sous forme de fractions de bouts qui vont valoir des choses réelles, hein, sous forme de NFT, tout ça. Et donc, on a ce projet Ondo Finance qui, là, vous avez vu BlackRock, il y a 1 ou 2 semaines, qui a créé un fonds sur la blockchain Ethereum, et ils ont apporté 100 millions sous forme de bons du trésor américain. Et ils sont justement passés par Ondo Finance pour cela. C'est Ondo Finance qui est le projet qui apporte les actifs du monde traditionnel, en fait, vers la blockchain. Ça, c'est énorme. Et en fait, c'est eux qui vont ramener la liquidité, ils vont transformer la liquidité du monde réel, que ce soit des bons du trésor, je sais pas moi, des equity, même de l'argent liquide. Ils vont transformer tout ça, ils vont l'apporter, le transférer sur la blockchain. C'est leur niveau. Et en fait, voilà. La valeur totale donc des bons du trésor américain, justement, ici on le voit, tokenisé sur la blockchain publique, a dépassé 1 milliard de dollars. Donc là, en liquidité des bons du trésor, il y a plus de 1 milliard maintenant de liquidité de bons du trésor sur la blockchain. Vous voyez? Et selon les projections du Boston Consulting Group, nous pouvons anticiper la transition de 16 000 milliards de dollars d'actifs financiers vers la blockchain. Donc là, on a fait 1000 milliards. Mais maintenant, on attend 16 000 milliards. Donc il faudrait encore 15 000 milliards d'ici 2030. Il y aurait peut-être encore 15 000 milliards qui vont intégrer la blockchain en termes de liquidité. Je ne sais pas si vous imaginez. Et justement, Ondo Finance mène justement cette transformation. C'est eux qui apportent cette liquidité sur la blockchain en favorisant l'innovation à travers les produits et bientôt au niveau de l'infrastructure. En fait, c'est une infrastructure. C'est eux qui vont servir. Voilà, ils ont des produits
voilà, des produits comme l'OUSG ou un stablecoin, enfin lié en fait au bon du trésor ou à des stablecoins. Et c'est grâce à ces produits, ils vont transformer les activités réelles et ils vont les transformer, ils vont les voilà, ils vont les mettre sous leurs produits et ils vont les incorporer dans la blockchain. C'est à peu près pour vulgariser, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et donc, c'est eux qui vont mener ça. Et donc, toute la liquidité, là, tout le narratif des Real World Assets, eh ben, Ondo Finance sera l'un des pionniers. C'est eux qui vont être l'infrastructure de tout ça. C'est énorme. Donc, des projets comme Ondo Finance, Reilio Network aussi, qui fait à peu près la même chose. Voilà. Et d'autres projets, un Centrifuge, Maple Finance, voilà, tout ça, ils vont contribuer à la Real World Asset, ce gigantesque narratif qui arrive. C'est le monde de demain, la tokenisation des actifs réels. La technologie blockchain va tokeniser tout ce qui existe dans ce monde. Vous voyez? Et on va tokeniser ça, on va mettre ça sur la blockchain. Ça va être beaucoup plus rapide, suivi, tracé, sécurisé sur la blockchain. Vous voyez? Et donc, le jeton Ondo du protocole Ondo Finance ambitionne de construire la prochaine génération d'infrastructures financières. Je suis déjà investi sur Ondo pour quelques centaines de dollars. Et parce que si la liquidité arrive vite, j'ai pas envie de louper ça. Vous voyez? Et donc, Ondo, une crypto-monnaie à fort potentiel pour les prochains mois. Et donc, crypto très tendance, une tendance haussière particulièrement puissante. Donc voilà, ça explose. Hein. Voilà, cours sidéral. Et c'est grâce à justement toute la liquidité ceux qui vont faire la passerelle. Et justement, en fait, là, Ondo va tenir une conférence le 19 avril à 9h15. Donc le mois prochain là. Et justement, moi je me posais la question, hein, j'étais tout à l'heure là, je partais au coiffeur et je me disais, dans ma tête je réfléchissais à ça et je me disais, il y a Ondo, mais il y a aussi pour moi Chainlink qui va faire la passerelle. En fait, Chainlink, c'est un oracle. C'est eux qui mettent à jour les données, les choses comme ça, entre le monde réel et la blockchain. Et c'est eux qui vont, avec leur protocole CCIP, vont faire le transfert, justement, voilà, faire la passerelle de liquidité. En fait, si vous voulez, Ondo, ils vont tokeniser les bons du trésor et vont les incorporer. Mais ce transfert de liquidité, c'est Chainlink qui va mener ça. Et Chainlink va même permettre avec son protocole ensuite de faire transverser cette liquidité d'une blockchain à une autre. Et vous voyez, et comme par hasard, dans cette réunion-là, vous avez le PDG de Ondo, là, Justin Schmid, avec le CEO de Paracapital, tout ça. Mais vous avez aussi le fondateur, le cofondateur, mais bon, c'est la tête principale, Sergei Nazarov, le fondateur de Chainlink. Vous voyez? Donc, on voit quel projet va être leader ici, là, de la tokenisation des actifs réels. Moi, je vais mettre le paquet, là, sur Ondo et Chainlink, là. Ces deux projets, peut-être aussi Reilio, qui est pas mal aussi, qui a une blockchain complètement dédiée à la RWA, là. Mais voilà, moi, je cible ces projets-là. Clairement ces projets-là, avec bien sûr Ethereum qui sera la plateforme de smart contract qui va tolérer tout cela. Ethereum et Polygon Matic principalement pour la Real World Asset. Donc ces quatre projets-là, ces quatre cryptos, Chainlink, Ondo, Ethereum, Matic, pour moi c'est là où toute la valeur va arriver pour la Real World Asset. Donc c'est ma cible pour et c'est là où je vais orienter mes prochaines liquidités. Vous voyez? Donc voilà, regardez les charts. Là, j'ai étudié les charts. J'ai mis Nvidia en vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et regardez Rio et Ondo Network. Là, je ne sais plus c'est sur combien d'années. Regardez, ici, on a par exemple 3-4 cryptos qui sortent du lot. Solana, bien sûr, une blockchain de smart contract. La plateforme une blockchain smart contract. Mais Render Network, là, c'est le Nvidia un peu décentralisé. Rendering, voilà. Et ensuite, vous avez surtout Rio, Tao et Ondo qui est en bas. Mais là, ça, c'était il y a un an. Mais si on prend sur les 6 derniers mois, qu'est-ce qu'on constate? Les performances, on voit que Rio et Ondo sont en train de dominer et sont en tête des gains par rapport à même Tao ou Render Network qui sont plus liés à l'intelligence artificielle. Et regardez que Nvidia, star de la bourse, est loin derrière. Même si en 6 mois, ils font un plus 116%, ce qui est impressionnant. Mais vous voyez que, voilà, les cryptos là, de la Real World Asset et de l'IA sur la blockchain sont encore plus performantes là, sur les derniers mois. Et là, sur les 3 derniers mois, on peut voir, voilà, Ondo est en train de mener seul son rallye là et à larguer Rio. Quoique Rio, sur le dernier mois, est en train de redépasser Ondo. Donc ça se joue entre les deux. Donc, je vais accélérer, moi, mes investissements sur Rio et Ondo. Parce que j'ai envie d'être là, justement, avant que les premières liquidités
arrive sur la blockchain pour la Real World Asset. Donc vous avez mon orientation par rapport à tout ça. Maintenant, on va regarder jusqu'à maintenant quels ont été les meilleurs secteurs d'investissement par terme liés au Web3. Enfin, en tout cas, les meilleurs secteurs d'investissement en ce moment. Bah, premier, la blockchain. Donc, Ethereum, Solana, toutes les blockchains, c'est le meilleur thème d'investissement. Ensuite, vous avez l'infrastructure cloud. Donc, ce qu'ils appellent aussi sur la blockchain la DePIN. L'infrastructure, vous avez Falcon, vous avez Flux, vous avez plein de trucs. Chainlink aussi. Enfin, non, même Chainlink, c'est voilà. Mais je veux dire, voilà, tous ces Akash Network, tout ça. Voilà, tous ces projets-là qui créent la structure. Ouais, cloud pour la blockchain, tout ça. Et donc voilà, ça c'est un gros thème. Donc vous avez les principales ici. Ensuite vous avez le métaverse, mais le métaverse c'est un peu moins dans la lumière. Et ensuite vous avez les fintech, les banques, tout ça après ça baisse. Et le nucléaire, tout ça, bon, big data, IA. Bon, IA je l'aurais mis avant le métaverse. Je vois que c'est beaucoup plus bas que enfin légèrement plus bas que le métaverse. Mais pour moi l'IA va dépasser le métaverse. Le métaverse c'est trop tôt pour moi. Il faudra repasser dans 2-3 ans. Mais ça va continuer à progresser. Et ensuite, la connectivité. Donc voilà, vous avez la blockchain et les infrastructures cloud. Pour moi, je vais y aller vers ça. Le cloud, c'est Akash, Render, voilà. Et l'IA aussi, un Tao Bitensor. Maintenant, un nouveau token qui s'appelle AZI, qui réunit quand même Fetch IA, Ocean Protocol, enfin des gros projets d'intelligence artificielle. Donc ça, je vais investir dessus avec Tao aussi. Donc voilà, j'ai une petite liste là, une dizaine de cryptos. Je vais investir sur tout ça là prochainement là. Mais ma liquidité s'en va vers tout ça. Donc voilà, il y a aussi les mêmes coins qui font partie de la danse. Faut pas oublier les mêmes coins. Et Vitalik Buterin, enfin, celui qui a créé Ethereum, dit qu'il voudrait voir plus de bons mêmes coins. Il y en a déjà des très bons, surtout dans l'écosystème Solana. Donc pas de problème pour ça. Vous voyez, donc il y en a pas mal sur Solana, ils sont de très bonne qualité et ils n'arrêtent pas d'exploser. D'ailleurs sur Solana, comme d'hab, là ils vont tenir un gigantesque événement. Solana est expert dans cela. Ils appellent ça des hackathons et là il y en a un qui se tient à New York bientôt. Donc voilà, Solana pour moi la blockchain la plus moderne, la plus dans l'air du temps et la blockchain la moins chère et l'une des plus décentralisées. Donc c'est mon plus gros bag en crypto et ça le restera bien sûr. Donc voilà. Maintenant, alors voilà par rapport à ça. Pour les altcoins, je vous ai beaucoup parlé du cours du Bitcoin qui lead le marché, mais là, les altcoins, c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. C'est l'ensemble des autres cryptos, même à partir d'Ethereum, la deuxième crypto du marché, et l'ensemble des cryptos. Et bien les altcoins, ça sent très bon aussi. Quand vous regardez ça, là, on avait le retest breakout, là, on y est aussi. Bah, dès qu'on va rebondir sur le retest breakout dans quelques peu de temps, là, on va exploser. Donc tout ça, ça arrive. Investissez, ou normalement, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est le moment de mettre le paquet parce que ça a pété. Vous allez regretter parce que la deuxième partie du bull run, elle va être encore plus impressionnante que la première partie. Et croyez-moi, vous n'allez pas vouloir louper ça. Donc on verra ça en tout cas. Voilà, je vous laisse avec le top des cryptos dans la tendance et Fetch IA, l'intelligence artificielle en tête. Ensuite, vous avez Ego. Je ne sais plus trop c'est quoi Ego. On va revoir ça rapidement. Donc Ego, ça concerne les réseaux sociaux. Passenger est une plateforme d'aide qui aide les créateurs à l'interaction au public. Voilà. Bon, une plateforme de réseau social qui est en deuxième position. Et vous avez PP et Super Trump, Doug Wifat, voilà, un ensemble de meme coins, de crypto blagues communautaires. Storage, bah, c'est l'infrastructure cloud, vous voyez, que comme quoi c'est là-dedans. Realio, je vous ai dit, vous avez Ondo, mais vous avez aussi Realio pour la Real World Asset. Ape Wifat, donc là, une autre crypto meme coin de l'écosystème Solana. Ondo que je vous ai parlé. Encore Real World Asset avec Realio. Moi, c'est les deux projets où je vais mettre le paquet là, Ondo et Realio, c'est clair. Et ensuite, Algorand qui revient dans le top 10. Il a dû avoir une actualité. Algorand, pas trop mon type, mais voilà, ils ont une belle technologie. Algorand, ça veut dire algorithmique random. Et donc, ils sélectionnent leurs validateurs de manière voilà, algorithmique, de manière aléatoire. C'est ça le random. Donc, c'est une autre stratégie de la blockchain. Mais bon, voilà en tout cas, Bitcoin qui est en top 11, là, juste aux portes du top 10. Donc, voilà. J'ai terminé avec cette vidéo. On se retrouve dans d'autres actualités. Déjà 1 heure de live.
On se retrouve. Donc, bon week-end à tous. Vous voyez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Force à nous, hein. Allez, à plus.